Sentiment du devoir accompli lorsque toutes les recommandations seront vraiment concrètes sur le terrain et qu'on aura sans doute voté toutes les lois qui sont nécessaires pour changer l'attitude parfois de l'ensemble des acteurs de la justice sur le terrain, mais devoir accompli quand même parce que nous sommes arrivés à un rapport circonstancié avec énormément de propositions concrètes, avec un message que l'on fait aux autorités ecclésiastiques et j'espère qu'il sera entendu et j'espère que les victimes se sentiront reconnues à travers notre rapport. Vous vous attendiez à une telle unanimité dans la commission ? Je l'espérais dès le premier jour. Le travail, on le sentait. Le travail s'est fait dans un esprit serein. Nous n'avons pas eu d'articles partisans, de récupération d'un parti ou d'un autre. Et je suis sincèrement très contente d'avoir eu cette unanimité. Mais aussi, je devrais remercier l'ensemble de mes collègues pour avoir fait un travail aussi constructif dans un esprit aussi serein. On a parfois l'impression, en entendant le rapport, qu'il s'agit d'une main tendue à l'Église, prenant conscience qu'elle a vécu des moments difficiles dans une époque qui était autre que celle d'aujourd'hui et qu'on veut l'aider à en sortir et en même temps aider toute la société. J'espère que c'est comme ça qu'elle le comprendra. En tout cas, toutes les déclarations qui ont été faites par les évêques ou les supérieurs des congrégations allaient dans ce sens-là. Donc oui, j'espère, et moi en tant que chrétien, en tant que membre de l'Église, j'espère que mon Église va accepter cette main tendue, même si elle ne doit pas abandonner toute prétention à la défense de ce qu'elle pourrait considérer être son point de vue, mais qu'elle vienne en toute humilité dire oui, ok, on reconnaît une forme de responsabilité, qui est une responsabilité morale, pas judiciaire, pas objective, on l'a souvent dit, mais qui va l'engager à aller peut-être au-delà de ce qu'une procédure judiciaire exigerait, c'est-à-dire de même envisager l'indemnisation ou la réparation de torts causés même lorsque les faits sont prescrits pénalement. 70 recommandations d'un style très varié, la justice, la police, les mouvements de jeunesse, le secret professionnel. Un petit mot à ce propos. Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte, et ça a été aussi une volonté dès le départ, de ne pas limiter la problématique des abus sexuels uniquement dans le cadre de l'Église catholique institution, mais de dire attention les gars, il y a quand même une série de problèmes qui se passent ailleurs. On sait que pratiquement 90% des cas d'abus sexuels se situent dans le milieu intrafamilial, mais on sait aussi que dans le monde du sport, dans le monde de l'enseignement, au sein des mouvements de jeunesse, il y a aussi des abus qui sont peut-être moins médiatisés, qui sont peut-être moins connus, parce que là aussi, il n'y a pas de procédures adéquates qui sont mises en place, il n'y a pas d'obligation de signalement, il y a aussi une volonté d'étouffer, de ne pas faire du tort à l'institution à laquelle on appartient ou à la fédération sportive à laquelle on appartient. Donc le même mécanisme qu'on a pu trouver à l'intérieur de l'Église, son silence, sa manière de se protéger, on le retrouve dans tous les autres milieux. La victime est au centre de tout, bien sûr, et c'est dans ce sens-là, sans doute, qu'on n'a pas touché au fameux secret professionnel. Je pense en effet, le fait de toucher au secret professionnel et donc d'imposer une obligation de dénonciation était assez tentant. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on dit si tout le monde doit dénoncer, eh bien, quelque part, il y aura une meilleure efficacité de la justice et on pourra arrêter les auteurs et les abuseurs. Mais en même temps, tout le secteur d'aide aux victimes nous a dit mais attention, la victime, elle a du mal à parler, elle est honteuse de ce qui s'est passé. Et donc, il faut qu'il y ait une relation de confiance. Et donc, nous travaillons à la reconstruction psychologique de la victime. Il faut que la victime comprenne, il faut qu'elle puisse sortir d'elle-même pour pouvoir exprimer ce qu'elle a vécu. Si vous brisez cette relation, parce que la victime saura que son dossier sera transmis à la justice avec une approche qui n'est pas nécessairement une approche psychologique adéquate, la justice, elle a à juger. Et c'est pas une thérapie, la justice. C'est pas au niveau judiciaire qu'on trouve la thérapie. Vous allez finalement mettre à mal tout notre travail et les victimes ne viendront plus se confier à nous. Il y a eu un phénomène étonnant, c'est le professeur Adrian Sens qui, à la fois d'une certaine façon, a déclenché le phénomène et d'autre part a bien aidé la commission à avancer. Oui, c'est très bizarre parce qu'en même temps, il a travaillé d'une façon qui n'était pas, pour nous juristes, traditionnelle, puisqu'il était parti sur des bases qui étaient plutôt liées à la reconnaissance, à la vérité, à la rencontre éventuelle entre la victime et l'auteur. Et ça nous a aidés parce que ça nous a montré un aspect du problème qu'on gomme parfois. Ça nous a donc permis, quelque part, de démarrer nos travaux avec une base sociologique inédite qu'on n'avait pas encore connue dans notre société, malheureusement à si grande échelle. Et donc, on a pu
faire toutes les recommandations, pas seulement sur le plan judiciaire et de la procédure, mais aussi sur le plan humain, pour pouvoir faire en sorte que les victimes soient mieux traitées, mieux entendues dans tous les aspects qui les concernent dans notre société. Et voilà comment l'histoire s'est déroulée.